Merci beaucoup de m'avoir invité à vous parler aujourd'hui de comment l'IA va redéfinir la relation médecin-patient. Je remercie le professeur Varé de m'avoir invité aujourd'hui, je suis très ému, superbe salle. Donc moi, pour me présenter en 10 secondes, je suis médecin à l'hôpital européen Georges Pompidou en oncologie radiothérapie, donc je salue ma chef de service qui a fait le déplacement. Et puis je fais aussi de la recherche dans un laboratoire au centre de recherche des Cordeliers, ça fait maintenant depuis 2015, donc ça fait 11 ans que je fais ça. Et je salue d'ailleurs un de mes thésards que je vois ici aussi, Paul. Merci d'être venu. Et puis récemment, et c'est pour ça aussi je pense que je vous parle aujourd'hui de la relation médecin-patient, je suis devenu membre du Comité consultatif national d'éthique. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il y a actuellement les états généraux de la bioéthique qui ont lieu dans toute la France et qui ont pour but notamment de soutenir la rédaction des lois de bioéthique qui devraient arriver selon le résultat des présidentielles en 2027-2028. Donc il y a une prise de conscience de ce qui est en train de se passer, évidemment au niveau des pouvoirs publics, et ce que je vais dire, et c'est pour ça que je dis ça aussi, ne représente pas les vues du CCNE, ce sont les miennes. C'est parce que je dis ça, parce qu'il y a certaines choses que je vais dire qui sont peut-être parfois un peu provocatrices. Alors je vais être assez concis, hein. On va commencer par le vrai tournant qu'on a déjà vécu, je pense en réalité, c'est déjà plus vraiment nouveau, on est passé des promesses aux preuves, même si parfois les preuves sont très très biaisées. Là, c'était justement la partie qui va être un peu polémique, le nouveau triangle thérapeutique. Ce matin, j'ai fait une présentation à l'ENS relativement proche et je me suis pris quelques remarques en retour sur cette thématique-là. Donc, je serais curieux d'avoir votre sentiment sur ceci. Et puis, je vais passer très rapidement sur quelques exemples, mais on a déjà vu en radiologie, en anatopathologie et puis en oncologie médicale, évidemment. On va parler de quelque chose qui est très important, dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est l'éthique, les risques et puis la responsabilité. Et puis je terminerai, et ça m'a fait sourire la présentation de Luc Seniard, effectivement, maintenant on parle d'alliance augmentée, on ne parle plus de remplacement, mais, et je disais aussi ça à Luc Seniard tout à l'heure, plus le temps passe, plus je suis assez sceptique justement sur ce remplacement dont on parle beaucoup. Sceptique, je veux dire, je le crains de plus en plus. Alors le tournant qu'on a déjà vécu, en fait, on a déjà vu sur différentes choses. Il y a notamment, je pense que c'est pour la scénologie, sans doute la plus belle étude d'évaluation de l'IA qui était sortie d'abord en 2023 et mise à jour cette année dans le Lancet, qui comparait la double lecture de mammographie à une IA et qui montre qu'il n'y a pas de plus de faux positifs, qu'on a beaucoup de temps. Et de façon, c'est une étude qui a été faite de façon prospective sur 80 000 patientes en Suède. Donc voilà, vous voyez qu'on n'est plus du tout dans des petites études rétrospectives, etc. On est dans le réel. On a aussi, et vous le savez je pense, puisqu'on en parle beaucoup, de plus en plus d'IA ambiantes, c'est-à-dire des IA qui écoutent la consultation, qui écoutent les médecins et les patients pour faire des comptes rendus automatiques. Alors il semblerait, avec les études randomisées qu'on vient d'avoir là aux États-Unis, qu'en fait la promesse de réduction des tâches administratives n'est pas tout à fait tenue et qu'on gagnerait finalement assez peu de temps, mais ce sont des choses qui vont être utilisées, je pense, dans les années qui viennent. Et puis, il faut aussi savoir un chiffre, à mon avis, 2025, il y a de l'IA, ou en tout cas des projets d'IA dans 80% des CHU en France. La dernière en date qui a été annoncée, c'est au niveau du CHU de Montpellier, qui va vraiment lancer une restructuration via l'IA, mais vous avez aussi beaucoup d'hôpitaux, je pense à Rothschild, je pense à Foch, qui ont déjà beaucoup d'expérimentations qui leur font gagner beaucoup de temps. Des fois sur des choses d'ailleurs dont on n'a pas parlé ce soir, de réorganisation des plannings de blocs, etc. Ça peut sembler trivial, mais c'est absolument primordial en réalité. Et donc j'en arrive en fait au cœur de la présentation que je vous propose. Ce qui est difficile dans cette présentation, c'est que contrairement aux précédentes, il y a très très peu de données dans la littérature médicale. Quand on est médecin ou scientifique, on aime bien aller regarder avant de faire une présentation et puis chercher ce qui est, on va dire, quantitatif et sérieux. Et là, dans ce domaine qui touche plus au SHS, il n'y a pas grand-chose, malheureusement. Et sans doute qu'on devrait travailler sur cette thématique-là. En fait, je pense que l'IA était en train de s'intercaler dans la dyade qu'on connaissait, qui était celle du médecin et de son patient, et qu'elle va faire irruption, qu'elle a même déjà fait irruption. Je peux vous raconter quelques exemples, parfois pas très positifs, où l'IA en fait va avoir un accès direct avec le patient. Ça, à mon sens, c'est très positif. Si le patient, comme tu l'as dit d'ailleurs aussi, sait se servir de ces algorithmes-là. J'ai en tête l'exemple d'un patient que j'ai vu en consultation et qui avait utilisé ChatGPT pour ne pas le nommer, mais a priori mal parce que le ChatGPT lui avait clairement recommandé le mauvais traitement. C'était absolument incontestable et il n'en a pas des mordus malheureusement. Et donc cette triade va changer beaucoup de choses, mais au-delà de ces risques-là, il faut, je pense, que
il ne faut pas que l'IA rompe la relation que le médecin va avoir avec son patient. Il faut que le patient reste au centre, évidemment. Il faut que ses préférences orientent l'algorithme. Et puis, il faut, en tout cas pour l'instant, et on pourra en discuter aussi, que le médecin garde l'autorité de la décision finale. Et ça, c'est relativement complexe, puisqu'en réalité, une décision finale faite sur des modèles, enfin sur des facteurs, on va dire, multiples, hétérogènes, dépasse parfois un peu les capacités humaines. Il y a certaines études en neurobiologie qui montrent qu'au-delà de 5 facteurs, on n'est pas vraiment capable de prendre la meilleure décision possible. Alors on ne parle pas forcément de décision médicale, hein. Ça peut être est-ce qu'il faut que je fasse mon lit ce matin ou pas, mais au-delà de 5 facteurs, globalement, le cerveau humain n'arrive pas à bien les intégrer, à prendre la meilleure décision. Évidemment, les algorithmes n'ont pas ce problème-là. Et donc, est-ce qu'on va pouvoir prétendre garder encore la décision finale dans un monde futur où on va intégrer de la génomique, de la radiomique, de la pathologie, etc., etc. En toute honnêteté, j'en suis pas absolument certain. Vous savez sans doute qu'il y a un concept qui s'appelle la garantie humaine, qui est inscrit d'ailleurs dans l'AI Act, qui est la loi européenne qui va gérer, on va dire, l'IA, et qui dit que, quel que soit le domaine, finalement, la garantie humaine doit faire que le médecin, enfin que l'humain, puisque ce n'est pas seulement la médecine dans l'AI Act, doit rester le dernier décideur. Mais si vous me demandez d'intégrer de la génomique et de la radiomique, etc., évidemment, j'en suis pas capable. Donc il y a quasiment une forme d'hypocrisie qui réside, à mon sens, derrière ce concept de garantie humaine, qui n'est pas encore suffisamment bon pour qu'on puisse s'appuyer à 100% dessus, en toute honnêteté. Alors, ce que ça transforme concrètement, on a déjà vu en fait tous les exemples, donc je vais passer assez vite puisqu'on est un tout petit peu en retard, mais il y a l'exemple du cancer du sein dont on a déjà parlé, l'exemple du cancer ou des nodules pulmonaires dont on a déjà parlé, il y a la pathologie computationnelle, on ne s'était pas coordonné, mais évidemment c'est un aspect majeur, notamment avec les modèles fondation effectivement, dont Virchow. Et puis il y a aussi tout ce qui est invisible à l'œil nu, et notamment si on parle par exemple de la radiologie, tout le domaine de la radiologie opportuniste, c'est-à-dire la capacité de détecter ou de prédire des choses invisibles à l'œil nu sur par exemple des examens qui semblent a priori normaux. Donc on a vu des exemples pour la mammographie avec le risque d'évolution d'un petit nodule ou d'une anomalie sur 2-3 ans, mais en fait vous pouvez faire ça sur plein d'exemples. Et il y a un exemple qui est très marquant, qui nous vient d'une équipe australienne d'il y a déjà pas mal d'années, qui était capable de prédire à partir d'une lecture d'un scanner a priori normal et de prédire votre risque de décès à 5 ans. Voilà le genre de choses qui peuvent théoriquement arriver, même si l'étude que je mentionne, si vous la connaissez, était bourrée de limites aussi, évidemment. Alors, l'IA va aussi, au-delà, on va dire, de l'œil augmenté, avoir un intérêt dont le suivi, ça, on n'en a pas beaucoup parlé cet après-midi. Elle va avoir un intérêt, par exemple, pour faire du monitoring continu des patients. En oncologie, vous savez que la télésurveillance en France est remboursée, et les IA sont en train d'arriver. Alors, on avait des IA faites sur des règles pour faire des alertes via la télésurveillance. Maintenant, ces règles vont être augmentées par de l'IA, on va dire, connectiviste. Et donc, ce sont des choses qui vont arriver avec du filtrage automatique et éventuellement, parfois, aucune intervention humaine sur faut-il ou pas que j'aille consulter aux urgences devant ma fièvre en cours de chimiothérapie. C'est exactement le genre de choses qui arrivent déjà pratiquement au quotidien. Alors évidemment, ça a beaucoup d'avantages, ça pose aussi beaucoup de questions. Et puis, c'est aussi la question de la responsabilité, dont on n'a pas beaucoup parlé, sur des alertes données à un patient en plein milieu de la nuit et aussi de la gestion de cette alerte-là vis-à-vis de son médecin actuel. Et le troisième aspect dont je voulais parler, c'est ce dont on a un petit peu touché, c'est ce à quoi on a un petit peu touché aussi, c'est la décision partagée. Pour l'instant, c'est une décision partagée, mais comme vous l'avez peut-être compris, mon intuition me laisse penser que d'ici peut-être 2-3 ans, cette décision, elle sera plus si partagée que ça, en réalité. Vous savez qu'il y a, je ne sais pas si vous connaissez Reid Hoffman, qui est le cofondateur de LinkedIn, mais qui est un investisseur très très influent dans la Silicon Valley, et il a expliqué cette semaine que selon lui, à l'avenir, les médecins qui n'utilisaient pas l'IA pourraient être liable, c'est-à-dire pourraient être considérés comme en tort s'il y avait une erreur médicale poursuivie dans un procès. Alors, Reid Hoffman, il pense ce qu'il veut, mais globalement, je pense que la direction de tout ça, ça va vers là. Et donc, ça pose beaucoup de questions. Ce que les LLM vont apporter ou apportent déjà, c'est de la synthèse instantanée, on l'a déjà dit, la traduction du jargon médical en langage accessible. On vient de faire une publication avec notre équipe, publiée dans le VCO,
sur justement la traduction et le fait de résumer les essais cliniques de phase 3 dans le cancer de la prostate, la génération de questions d'aide à la consultation, ça on l'a déjà, il y a des patients qui viennent avec des listes de questions générées par ChatGPT pour les aider à comprendre, les résumés des RCP et je pense bientôt la décision de la RCP, et puis la préparation anticipée aux effets secondaires. Évidemment, il y a quand même des risques, même si on sait que la fréquence des hallucinations a grandement baissé, elles existent encore. C'est inhérent à la technique même de Transformer, et donc elles ne disparaîtront pas totalement. On va aussi avoir une dépendance potentielle des patients à ces outils-là, et puis une dilution de la relation si l'IA répond à la place du médecin un jour. Et puis, il y a aussi beaucoup de risques un peu cachés, notamment de biais, on n'a pas beaucoup parlé, mais en fonction des données, ça on a dit, et de leur qualité. Si vous avez des algorithmes qui sont entraînés sur des données de patients caucasiens, européens, eh bien, ça ne va pas forcément marcher pour d'autres types de patients. Et inversement, si vous avez des algorithmes entraînés sur des patients chinois au hasard, ou américains au hasard aussi, qui vont ensuite commercialiser ces outils-là en France, il n'est pas du tout certain que ces outils-là fonctionnent chez nous. Je caricature un petit peu, mais c'est globalement ça les problématiques qui se passent. Et puis, on peut aussi avoir, depuis 20 ans, depuis que je suis interne, que j'étais interne, on parlait de la médecine de précision et de la médecine personnalisée. On peut avoir cette illusion que l'IA va apporter une précision parfaite, alors qu'évidemment, en réalité, pas tout à fait. Quelques risques et quelques garde-fous. Le risque, c'est évidemment qu'il y ait une érosion de l'empathie. Le risque, c'est aussi les biais algorithmiques. J'en ai déjà parlé. Et puis enfin, c'est la dilution de la responsabilité médicale. Qui répond quand l'IA se trompe? Est-ce que c'est le médecin? Est-ce que c'est l'éditeur? Est-ce que c'est l'hôpital? On parlait ce matin du fait que les algorithmes de nos jours sont le résultat de tellement de collaborations, c'est-à-dire les gens les labelliseurs de données, les gens qui font l'infrastructure informatique où il va y avoir les calculs, les gens qui ont codé l'algorithme, les gens qui vont faire l'entraînement et ensuite les gens qui vont préparer l'inférence, qu'en réalité, on ne sait pas qui ou comment on va attribuer une responsabilité à un algorithme de ce genre-là. Alors, en Europe, l'AI Act classe les dispositifs médicaux directement d'emblée en IA, en haut risque, grade 4. C'est compliqué parce que ça demande beaucoup de régulation et ça peut potentiellement freiner l'innovation. On n'en a pas beaucoup parlé pour l'instant. Et donc, une façon de faire, mais une fois de plus, je ne sais pas combien de temps ça peut tenir raisonnablement, c'est de maintenir la décision humaine au centre des processus actuels. Alors, si on regarde sur le cadre éthique et réglementaire, on a eu le RGPD en 2017. D'ailleurs, les médecins ou les chercheurs ne s'en sont pas encore tous tout à fait remis, moi compris. On a eu ensuite l'AMDR UE au niveau donc des dispositifs médicaux en 2021, l'AI Act depuis 2024, appliqué depuis un peu plus récemment. Donc là, on est dans les états généraux. En 2028, on va avoir les lois de bioéthique. Ce que je peux dire au nom peut-être du CCNE, c'est qu'on ne va pas chercher à compliquer encore plus les choses et à freiner potentiellement l'innovation, mais il va forcément y avoir une forme de régulation qui va devoir arriver. Cette régulation, elle doit viser une alliance augmentée. Et donc, qu'est-ce que l'IA ne pourra jamais faire? En tout cas, ça, je suis assez affirmatif là-dessus. Elle pourra, je pense, jamais vraiment faire une annonce de diagnostic en oncologie. Nous, on forme les étudiants par des ateliers, des simulations à faire des diagnostics. C'est extrêmement complexe, c'est loin d'être trivial. C'est fait avec des acteurs dans des conditions réelles. Et on voit qu'il y a beaucoup de progrès à faire. Donc je pense qu'une IA va pas être capable de faire ça. Et évidemment, l'acceptabilité pour un patient est vraiment très incertaine. Le deuxième problème, c'est celui de l'incertitude assumée. Quand on est médecin, en réalité, on fait très souvent des décisions qui sont appuyées sur des éléments qui sont parfois pas très rationnels, en toute honnêteté. Et donc, si vous comptez sur une IA pour faire cette décision-là, à moins qu'elle ait été faite pour ça, elle va très souvent ne jamais vous dire quand elle est incertaine ou pas sûre d'elle. Et donc, ça peut poser un problème. On est en train de voir un petit mouvement, j'ai vu ça ce matin, où maintenant les entreprises, notamment d'IA médicale, disent « oui, moi, mon IA est capable de vous dire qu'elle ne sait pas dans 13% des cas ». Donc vous voyez que c'est en train de devenir en fait un critère de qualité. Je ne sais pas comment ils ont déterminé les 13% en question, mais voilà, c'est des choses qui sont en train d'arriver. Et puis les trois dernières choses, c'est, je pense, la présence humaine, tout simplement. On a vu tout à l'heure des robots de Boston Dynamics en Chine. Il y a aussi beaucoup de robots qui sont en train d'arriver. J'aurais pu mettre une vidéo, mais il y a la faculté de San Diego aux États-Unis qui utilise déjà des robots pour faire des intubations, pour faire des examens gynécologiques sur des mannequins, je précise. Mais c'est déjà en train d'arriver.
c'est de la stricte réalité. Hein. Et donc, potentiellement, dans 10 ans, vous allez avoir des choses réelles de ce type-là. Mais bon, l'acceptabilité est aussi difficile, à mon sens. Et puis, pour terminer, la confiance. Quand on parle avec les patients, on a l'impression que ce qui restera, c'est justement cette confiance vis-à-vis du médecin humain. Mais une fois de plus, pour combien de temps? Si vous avez des évaluations quantitatives bien faites, ce qui est très difficile à faire, parce que parfois on ne connaît pas ce qui est la ground truth, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vraiment vrai. Mais imaginons que vous ayez des évaluations très bien faites qui montrent que une IA fait objectivement mieux qu'un médecin, ou je prends l'exemple de la chirurgie, qu'un robot chirurgical fait mieux qu'un chirurgien, qui va aller toujours vers l'humain? Je n'ai pas la réponse à ça. Et une fois de plus, je termine cet exemple-là. Les IA chirurgicales, il y a 5 ans, tout le monde disait que c'était de la science-fiction pure. Cet été, une équipe américaine a publié une série d'une quinzaine de cholecystectomies entièrement automatisées. Alors c'était sur des cochons, mais ça n'empêche que c'est en train d'arriver. Pareil. Donc toute cette vague-là, on ne va pas pouvoir y résister, évidemment, et donc ça pose certaines questions. Donc au final, l'intelligence augmentée, c'est une IA qui va prendre en charge, on va dire, l'information et l'analyse de cette information-là. Le médecin qui va pouvoir se concentrer sur l'annonce, l'accompagnement, la décision contextualisée, on l'a dit beaucoup, la gestion de l'incertitude, la relation de confiance, l'arbitrage. Et puis, on espère surtout que tout ceci va se faire au bénéfice du patient, avec des détections plus précoces, éventuellement un dépistage ou une prévention. On n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais en France, on n'est pas très... Enfin, en France, la médecine, on va dire occidentale, n'est pas très bonne sur la prévention et un petit peu meilleure sur le dépistage. Le suivi continu personnalisé, des décisions aussi mieux éclairées, hein, avec une meilleure information plus compréhensible, une communication simplifiée. Et je l'espère, un accès aux soins plus équitable. Mais ça, c'est une vraie décision stratégique. Si on laisse faire les choses comme on a pu le faire pour, par exemple, la répartition des IRM sur le territoire, avec une certaine hétérogénéité, eh bien, on risque en fait de creuser les inégalités. Vous savez qu'il y a 20% des Français à peu près qui n'ont tout simplement pas accès à Internet ou qui vivent ce qu'on appelle la fracture numérique. Donc évidemment, ces Français-là, ils ne vont certainement pas avoir accès à l'IA, en tout cas pas à domicile. Et puis j'espère aussi que ça va permettre de faire que le médecin sera plus disponible, de le libérer de ces tâches administratives notamment. Voilà, donc quelques messages clés pour terminer. Donc l'IA va évidemment redéfinir la relation médecin-patient, elle ne va pas la supprimer. La valeur clinique de l'IA, elle est déjà prouvée, il n'y a aucun débat là-dessus, même si parfois elle peut être difficile à quantifier objectivement. Le risque n'est pas l'IA elle-même, mais c'est une IA qui est mal intégrée, opaque ou inégalitaire. Et ce risque-là, j'y tiens, est majeur, que ce soit dans le déploiement ou dans l'entraînement. L'empathie, l'annonce, la confiance vont rester irréductiblement humains. Je pense au moins pour 10 à 15 ans, je ne sais pas au-delà. Et l'objectif actuellement, c'est d'avoir un médecin augmenté, plus disponible pour ce qui compte vraiment et plus pour les choses annexes. Voilà, je vous remercie.